1918. La guerre n'est pas encore achevée que l'industriel Pierre-Georges Latécoère conçoit le projet fou d'une ligne aérienne qui, de France, irait en Amérique du Sud. J'ai refait tous mes calculs, c'est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Le 25 décembre, avec Cornemont comme pilote, il décolle de Toulouse-Montaudran à bord d'un Salmson. Aux regards angoissés de quelques officiers aviateurs, il dit que l'on écrit tous les jours. L'avion postal n'aura de sens que s'il décolle tous les jours. 2h20 plus tard, l'avion se pose à Barcelone. L'accueil est à la hauteur de l'événement. 1919. Après un échec, Latécoère, accompagné du pilote Lemaître, décolle de Toulouse le 8 mars. Leur mission, rejoindre le Maroc. Après un vol effectif de 11h45, l'avion se pose à Rabat. Le maréchal Lyautey est le premier à accueillir les messagers du ciel. Séduit, il débloque 1 million de francs d'aide postale à la jeune entreprise. Le pari est gagné. Son ami, Beppo de Massimi, négocie avec le gouvernement espagnol le survol du territoire ibérique. Le 1er septembre, Didier Dora inaugure la ligne Toulouse-Casablanca, transportant les premiers sacs de courrier à bord d'un Breguet 14 et pose la première pierre d'une route vers Santiago du Chili. 1922. Les liaisons postales Toulouse-Casablanca deviennent quotidiennes. Le transport de passagers se met en place. 920 voyageront cette année-là entre l'Espagne et l'Afrique. Sur un parcours de 1850 km effectué en 12 heures de vol. 1923. Nouvel objectif, atteindre Dakar. Beppo de Massimi négocie en Espagne les escales au Rio de Oro. Le 3 mai, le capitaine Roig et ses hommes reconnaissent le tronçon avec 3 Breguet 14. De Casa à Dakar, c'est le désert à perte de vue. Ce sont 2765 km de danger. Le vent de sable, des moteurs revus 1000 fois qui chauffent sous le soleil. Ce sont aussi les silhouettes bleues des morts qui surgissent au sommet des dunes, des aviateurs naufragés risquant la mort ou une humiliante captivité. La panne est chronique. Tous ces pilotes tireront le maximum de leur machine. Machine du même bois et du même métal que celle qui avait ouvert la ligne de 1919. Que serait la ligne sans les prodiges réalisés chaque jour par des mécaniciens d'élite? 1924. Le 13 octobre, Jean Mermoz, âgé de 23 ans, est engagé par Didier Dora. Cette année-là, 2000 passagers voyagent sur la ligne, ainsi que 4 millions de lettres. 1925. Le 1er juin, après 18 mois d'études et de mise au point, le pilote Émile Lécrivain et son mécanicien Lavidali inaugurent officiellement la ligne Casa-Dakar. Ajoutée aux 1845 km qui séparent Toulouse de Casa, la ligne Latécoère totalise 4695 km. La performance est encore sans précédent dans les annales de l'aviation. En cette année de 1925, beaucoup de travail a été réalisé. Mais beaucoup reste à faire. Le 25 janvier, nouvelle mission pour le capitaine Roig. Reconnaître la ligne en Amérique du Sud. Le 6 mars, les pilotes Paul Vacher et Victor Ham s'envolent pour Recife. On monte les hangars, on installe les postes de TSF, on prépare la ligne qui ira de Toulouse-Montaudran à l'Argentine. Le rêve de 1919. 1927. Le 1er avril, Latécoère passe la main et cède ses parts au groupe Bouillot-Lafont. La CGEA devient l'Aéropostale,
ou plus exactement, la Compagnie Générale d'Aéropostale. De nouveaux contrats postaux sont signés avec l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Le 15 novembre, le LAT-25, nouvel avion de la ligne, plus sûr, inaugure la ligne Rio-Buenos Aires, transportant le courrier et 5 passagers. 1928. Le 10 février, l'Aéropostale et le Chili signent un accord pour le courrier aérien. Le 1er mars, Mermoz emporte de Buenos Aires à Rio le premier courrier aérien d'Amérique du Sud destiné à l'Europe. Les retards se multiplient sur la ligne. L'avance gagnée le jour sur les bateaux est perdue la nuit suivante. Le 16 avril, Mermoz impose les vols de nuit. Il décolle au milieu de la nuit du Campos de Alfonsos à Rio. Almonacid l'accueille à Buenos Aires. La liaison Rio-Buenos Aires est accomplie en un jour, quand les bateaux en mettent 5. L'enthousiaste argentin s'exclame « Nous avons gagné la partie !» Depuis octobre, la ligne Toulouse-Buenos Aires trouve un rythme satisfaisant. Il reste à la prolonger jusqu'à Santiago du Chili et franchir les gigantesques sommets de la cordillère. Le 20 novembre, Mermoz et Colonneau tentent une première traversée réussie par le sud. Pour la ligne, Mermoz veut passer par le plus court chemin, par la partie la plus haute. « 1929. Le 2 mars, le célèbre équipage, accompagné du comte de Lavaux, quitte San Antonio d'Oeste pour Santiago. Le 9 mars, le LAT-25 s'envole du terrain de Copiaco à 4000 mètres. Pris par des vents rabattants, l'avion s'abîme sur le plateau des Trois Condors. Colonneau répare le métal. Après 50 heures de courage et de volonté, Mermoz réalise l'impossible. Quitter la montagne qui ne rend pas ses prisonniers. Le 14 juillet, la ligne Santiago-Buenos Aires est ouverte officiellement. Guillaumet accompagne Mermoz à bord du Potes 25 FJDY qui transporte 514 lettres frappées du cachet inaugural. La ligne devient régulière pour le transport de la poste. 1930. Le vendredi 13 juin, atterrissage en catastrophe de Guillaumet à Laguna Diamante suite à une tempête de neige. Après 4 jours de souffrance, traversant à pied 100 km de désert de neige et de pierres gelées, Guillaumet, le sac de courrier toujours à la main, s'arrache à la cordillère et, retrouvant son ami Syntex, déclare « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». En cette année 1930, il reste à traverser l'Atlantique Sud par avion. Les avisos transportant le courrier entre Dakar et Natal ne sont pas assez rapides, que de temps perdu. Avec des flotteurs, le LAT-28 peut assurer le courrier sur l'Atlantique, assure Mermoz au président Bouillot-Lafont. Partir à la lune de mai est une des conditions du succès. Alors, s'écrie Mermoz, à la lune de mai. Le 12 mai 1930, à 10h56, les 135 kilos du courrier France-Amérique, parti de Paris, gare d'Orsay, via Toulouse, Barcelone, Casablanca, sont transportés par une vedette à bord du LAT-28, baptisé Comte de Lavaux. À 11h30, l'équipage, composé de Jean Mermoz, pilote, Jean Dabry, navigateur, et Léopold de Gimier, radio, décolle avec lenteur du fleuve Sénégal à Saint-Louis. L'appareil vire à l'ouest, cap sur l'océan. L'hydravion vole au ras des flots. Bientôt, c'est la rencontre du dernier obstacle naturel de la ligne, le poteau noir. Là où alizé et contre-alizé s'affrontent en un titanesque combat de pluie, de nuages et d'éclairs.
Mermoz dirige son avion vers les couloirs de clarté. Le poteau noir est vaincu. 21 heures plus tard, l'équipage amérit à Natal. Le record du monde en hydravion pour la distance en ligne droite est battu. De relais en relais, Rennes, Étienne et Guillaumet acheminent le courrier jusqu'à Santiago du Chili. Ce jour-là, la plus longue ligne aérienne postale du monde, couvrant plus de 13 000 kilomètres, est ouverte. Le rêve fou et ambitieux de 1918 est devenu réalité. 1933. Le 16 janvier, Mermoz, Cartier et Cousinet décollent de Saint-Louis à bord de l'Arc-en-Ciel, inaugurant ainsi la série des traversées régulières postales de l'Atlantique Sud. Le 7 octobre, le ministre de l'Air, Pierre Cotte, consacre officiellement la nouvelle compagnie Air France. 1934. À compter de cette année, de nouveaux hydravions sillonnent l'Atlantique Sud. De nouveaux avions assurent les parcours terrestres. 1935. Le 3 juin, l'ex-bombardier Farman 220, devenu avion civil baptisé le Centaure, effectue la traversée en 14h52 minutes. Au mois de décembre, la liaison au-dessus de l'océan est hebdomadaire. 1936. Le 17 juillet, Air France fête la 100e traversée par les hydravions de la compagnie. Décembre. La ligne Santiago-Buenos Aires est ouverte aux passagers qui voyagent à bord du Potez 62. Le 7 décembre, Mermoz, Pichaudou, Lavidali, Aizan, Cruvellaire envoient un dernier message depuis l'hydravion La Croix du Sud. Coupons moteur arrière droit. Puis, le silence. Guillaumet aura ces mots. Eux, ils ont quand même de la chance. Ils sont morts avec Mermoz. « 1937. Les Farman battent les records. Le 20 novembre, au Bourget, le commandant Paul Kodos, à bord du chef-pilote Laurent Guerrero, immatriculé FBPUZ, décolle pour Santiago, qu'il atteindra après 3 escales en 58 heures et 41 minutes. En septembre 1939, une chape de plomb s'abat sur la vieille Europe, anéantissant tous les beaux rêves d'Icare. Le 2 juillet 1940, la ligne d'Amérique du Sud est interrompue. 1946. Le 23 juin, le DC-4, piloté par le commandant Jean Dabry, parti de Paris pour Santiago du Chili, fait successivement escale à Casablanca, Dakar, Recife, Rio, Montevideo et Buenos Aires. Le 8 septembre 1946, le tronçon Buenos Aires-Santiago sera fermé à cause de la mauvaise conjoncture économique. Il faudra attendre 15 années pour qu'à nouveau les ailes d'Air France volent au-dessus de la cordillère des Andes. Le 2 novembre 1961, Air France est de retour au Chili. La compagnie dessert la ligne Paris-Santiago à raison de 2 vols hebdomadaires assurés en Boeing 707. En 1964, Air France inaugure son service Croix du Sud, qui, avec seulement 2 escales, Dakar et Buenos Aires, devient le plus rapide entre l'Europe et le Chili. En 1974, le Boeing 747 est introduit sur l'Amérique du Sud. Le 31 août 1993, l'Airbus A340 assure sans escale en 13 heures et 17 minutes la liaison Paris-Buenos Aires, puis s'en va vers Santiago. Pour la première fois depuis l'époque héroïque des pionniers, un avion de ligne sorti des ateliers de Toulouse touche le sol chilien. Il amène dans ses soutes des malles pleines de nostalgie, liées à ces hangars où planent encore les ombres de Dora
Mermoz, Guillaumet, Colneau, dont les actions ont été comptées par Saint-Exupéry, qui fut des leurs. Enfin, le 25 mars 2001, le commandant Gérard Meillat et son équipage relient en direct Paris à Santiago à bord d'un Boeing 777-200 en 14 heures et 20 minutes de vol. 83 années plus tard, le rêve fou de l'ATCOER est exaucé. Le Chili démocratique et la France, terre des droits de l'homme, sont unis par un seul lien, un seul trait sur une carte du monde. Le Chili a des atouts touristiques à faire valoir, une économie en plein essor et beaucoup de points communs avec la France. Il était normal qu'Air France suive la voie tracée par ses glorieux anciens. André Gide, préfaçant Courrier Sud d'Antoine de Saint-Exupéry, a écrit ces mots: « Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'accomplissement du devoir. » Quel merveilleux symbole que cette ligne Paris-Santiago, dont la construction fut écrite par des hommes d'exception, pétris de devoir et d'abnégation. Leurs exploits constituent l'une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation.